Bonsoir à tous, sans transition. Aujourd'hui, on parle aménagement du territoire et on va parler plus particulièrement des outils. Sans transition, c'est parti. Alors, on va démarrer maintenant une petite partie. Je vais vous faire une synthèse sur les outils en aménagement du territoire. Donc l'objectif, c'est en même temps de rappeler les principaux points, mais aussi de vous préparer à votre futur CIPS, car il y a des questions là-dessus qui pourraient tomber. On va parler dans un premier temps des outils les plus importants, et je vais parler du plan de secteur, ou du moins des plans de secteur, ça dépend comment on voit les choses. Donc en fait, il y a 23 plans de secteur qui couvrent toute la Wallonie. Alors l'objectif, c'est pas très compliqué, vous avez des cartes au 1/10 millième, et l'objectif, c'est de déterminer par des plages de couleurs l'activité qui peut se trouver à l'intérieur de chaque zone. Le plan de secteur, c'est une carte avec différentes zones dans différentes couleurs, etc. Maintenant, pour savoir ce qui peut se trouver dans chaque zone, il vous suffit d'aller parcourir le code de développement territorial. Autre chose d'important, ils ont une valeur réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à leur encontre, sauf si on veut les réviser, mais c'est un processus extrêmement long. D'autres objectifs, c'est assurer un développement harmonieux de l'activité humaine et surtout éviter la consommation abusive d'espace. Ici, vous avez un exemple. Cette carte-là était juste là pour vous illustrer à quoi ressemblait un plan de secteur. Alors maintenant, on va parler des plans communaux d'aménagement. Alors, les plans communaux d'aménagement et les plans de secteur sont à peu près similaires. Ils ont le même objectif. Et dans les deux cas, ce sont des plans. Il faut quand même préciser que les plans communaux d'aménagement complètent le plan de secteur. Ils ne le remplacent pas, sauf si c'est un plan communal d'aménagement révisionnel, un PCAR, qui a pour but de réviser les plans de secteur. Mais sinon, à part ça, l'objectif principal, c'est juste de préciser l'organisation d'une partie du territoire communal ou de la commune. Au niveau des contenus, bon, ici, c'est pas à connaître par cœur, hein, il ne faut pas exagérer, mais dans un premier temps, vous avez les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie, au transport, aux infrastructures, aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts. Ensuite, vous avez la détermination des différentes affectations du territoire. Donc déjà, vous avez un plan à grande échelle, c'est-à-dire en gros, vous avez, quand on dit à grande échelle, ça veut dire un territoire très petit, c'est une carte qui représente un territoire relativement local. Typiquement, quand vous parlez de petite échelle, vous avez une carte du monde, vous avez une grande échelle, vous avez une carte plus locale. L'objectif, c'est aussi d'illustrer les emplacements réservés aux espaces verts, notamment en ce qui concerne le maillage écologique, et enfin les emplacements des équipements publics ou communautaires. Au niveau du contenu, on peut y trouver aussi le tracé existant ou projeté, ou le périmètre des infrastructures de communication et de réseaux de transport de fluides et d'énergie. En gros, c'est tout ce qui est réseau d'écoute, voie d'électricité, conduite de gaz, etc. Et enfin, une carte d'affectation du territoire établie au 1/10 millième, précisant le périmètre que révise le plan de secteur. Si, bien sûr, l'objectif est de réviser le plan de secteur. Voilà, ici, un exemple de plan communal d'aménagement. Bon, ici, on se rend bien compte, il est beaucoup plus précis qu'un plan de secteur. Et en plus de ça, on a également le cadastre qui est représenté dessus. Voilà, c'est à peu près tout pour les plans communaux d'aménagement. Je voudrais bien en parler avec vous un peu du SDER. C'est le schéma de développement régional. Alors, le SDER et le schéma de structure communale, dont on parlera après, se distinguent du PCA et des plans de secteur, car ce sont des documents d'orientation. Donc en bref, ils sont un peu moins contraignants que les plans de secteur, c'est-à-dire qu'on peut un peu plus y déroger. C'est-à-dire si on a des motivations suffisantes, on peut s'en écarter. Et donc l'objectif ici, c'est de donner une grande orientation, ou les grandes orientations de la Wallonie en matière d'aménagement du territoire. En bref, il y a deux parties. La situation actuelle du territoire et la vision stratégique du document est présentée dans la partie 2 et 3. Alors, les objectifs: structurer l'espace wallon, intégrer la dimension suprarégionale dans le développement de la Wallonie. En gros, ça veut dire regarder un peu ce qui se passe ailleurs en matière de développement, mettre en place des collaborations transversales,
on en parlera après, répondre aux besoins primordiaux, contribuer à la création d'emplois et de richesses, améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité, valoriser le patrimoine et protéger les ressources, sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs. Bon, les 4 derniers, c'est relativement simple à comprendre. Les 4 premiers, par contre, je ne veux pas dire que ça veut tout et rien dire, mais ça reste quand même flou. Ce sont des grands principes, mais on ne sait pas spécialement ce qu'on met derrière. Bon. Ce que je vous conseille, vous ne devez pas étudier ces objectifs par cœur. Par contre, se dire, oui, ok, gérer la mobilité, structurer l'espace wallon, faire en sorte que ça ressemble à quelque chose, vous devez retenir avec vos mots ce que tout ça veut dire et l'exprimer avec vos propres vocabulaires, avec vos propres idées. Alors, il prend en compte plusieurs dimensions, et là, je vais essayer de m'expliquer un petit peu. En fait, quand on parle de dimensions, c'est-à-dire que le SDR travaille à plusieurs échelles. Donc, en fait, il doit intégrer, par exemple, les eurocorridors. Ce sont, en fait, des couloirs économiques qui relient les grandes villes et les grandes régions urbaines entre elles. D'accord ? Il y a les aires de coopération transrégionale. Ça, c'est par exemple les relations qu'il peut y avoir entre Bruxelles, Lille et Luxembourg, entre Liège et Hasselt, Maastricht et Aix-la-Chapelle. Ensuite, vous avez des aires supracommunales, les villes wallonnes qui ont chacune leur rôle spécifique à jouer, un partenariat ville-campagne. Donc, en fait, ce que le SDR essaie de faire, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il essaie d'intégrer les relations que peuvent avoir les grandes villes européennes entre eux, les relations que les pôles régionaux, c'est-à-dire les grandes villes, mais à une échelle plutôt régionale, peuvent avoir entre elles, et de façon générale, les relations entre les villes wallonnes et surtout entre les villes et les campagnes. C'est une relation très importante. Pareil, c'est pas à connaître par cœur, par contre, il faut comprendre que le SDR, même s'il parle de la Wallonie, ne tient pas compte uniquement de la Wallonie, il tient compte du contexte européen, régional et local. 3 principes du SDR, le territoire de la Wallonie et le patrimoine commun de ses habitants, il y a le développement durable et la cohésion économique et sociale. Alors, le code de développement territorial, lui, c'est tout simple, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 4 ans. C'est un livre qui reprend tous les textes de loi en matière d'aménagement du territoire, qui reprend par exemple les informations sur les demandes de permis, mais aussi qui reprend les règles de fonctionnement de plans de secteur, etc. Donc c'est un document auquel vous pourriez être fréquemment confronté, que vous devez savoir utiliser. Vous ne devez pas le connaître par cœur, bien sûr, mais vous devez savoir que ça existe et vous devez savoir vous y référer éventuellement. C'est tout pour le code de développement territorial. Voilà, alors maintenant je voudrais bien qu'on parle un petit peu du SCC, donc du schéma de structure communale. Donc un peu comme le PCA complète les plans de secteur, le SCC complète le SDR, mais il ne peut pas s'y opposer. Alors, le SCC est nécessaire pour qu'une commune soit en régime de décentralisation. Il n'y a pas que ça, mais c'est une des conditions à remplir si la commune veut pouvoir délivrer des permis toute seule. D'accord ? C'est ça, être en régime de décentralisation, c'est être capable de délivrer des permis. Le schéma de structure communale comporte 2 parties, un inventaire de la situation existante qui reprend des cartes et des rapports d'analyse, l'évaluation des potentialités et des contraintes du territoire communal. Et dans une deuxième partie, on a les options. Ici, pareil, tout n'est pas à retenir par cœur. Les objectifs d'aménagement et d'environnement, l'expression cartographique qui en résulte et qui définit la structure du territoire, notamment en précisant le plan de secteur, des mesures d'aménagement précisant le futur de la commune, les orientations générales concernant les flux de circulation, une évaluation des incidences sur l'environnement et un résumé non technique. Voilà, donc ça je l'ai mis pour le principe. Bon, je ne vais pas vous demander de les étudier par cœur, il faut rester un minimum sensé et honnête dans ce que vous aurez à faire plus tard. Mais j'y reviendrai dans la conclusion. Eh bien, c'est parti pour une petite conclusion. Alors, voilà, comme ça j'ai du son dans mon casque. Voilà, donc j'ai passé ici en revue les principaux outils en aménagement du territoire. J'ai juste laissé tomber le RUE. Bon, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais voilà, je ne considère pas cet outil comme indispensable dans la mesure où vous allez probablement très peu le manipuler.
Donc ce qui est intéressant, c'est pas d'étudier tout par cœur, mais de comprendre les relations qu'ont les outils entre eux et aussi leurs objectifs. Par exemple, le SDER et le SSC, ce sont des documents d'orientation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très contraignants, on peut s'en écarter. Dès que vous avez un document qui a une échelle régionale, un document à échelle plus locale ou à échelle communale, viendra le compléter, mais ne le remplacera pas. Donc par exemple, le SSC complète le SDER et le plan communal d'aménagement complète le plan de secteur. Alors, il faut aussi préciser que les plans de secteur sont ces documents de planification. Donc, eux ont valeur légale. Donc, il est beaucoup plus difficile de s'en écarter. Il faut savoir un peu les utiliser, savoir les parcourir, savoir éventuellement où aller chercher l'information. Les plans de secteur sont disponibles en ligne, par exemple. Voilà. Et donc, ce que je vais vous poser comme question au CIPS, ça ne va pas être très, très compliqué. Vous aurez un territoire avec une photo de plan de secteur et je vais vous demander, quelles sont les zones qui sont présentes sur l'image? Décrivez-moi le territoire. De quel document s'agit-il? Il faut m'expliquer un peu les plans de secteur, à quoi ils servent, etc. Puis je peux vous poser quelques autres questions sur les autres documents, sur les autres types d'outils, mais je ne vais pas vous demander les 8 objectifs du SDER, par exemple. Me réciter par cœur, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment. Ah oui, au CIPS, lors de votre CIPS, vous aurez aussi un extrait du code de développement territorial. Donc je vais en mettre un à votre disposition pour que vous puissiez le relire. D'accord? Parce que venir à une CIPS sans avoir relu, c'est compliqué. Il ne faut pas étudier, mais il faut au moins relire le code de développement territorial. Venir à une CIPS sans l'avoir relu, c'est compliqué. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et on se revoit bientôt. Ah oui aussi, les slides seront mis à votre disposition bien sûr. Allez les gars, sur ce, à bientôt. Ah oui, j'ai oublié. Force et robustesse à tous pour vos CIPS. Allez, bonne semaine.